Lebret est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel, Rachel Kahn et Paul Amar. On va parler avec vous, mon cher Paul, dans un instant du service de l'audiovisuel public que vous connaissez bien. Vous avez passé à peu près une quinzaine d'années au total, hein, un petit peu entre la radio et la télé. Voilà, j'ai fait des allers-retours. Entre le privé et le public. Voilà. Bon, on va parler aussi peut-être tout à l'heure avec vous, Gauthier, de cette brouille, en tout cas de ces mots, ce ton qui monte entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron à propos de l'Algérie. Emmanuel Macron a dit dans l'après-midi, il est en déplacement, hein, c'est ça ? Absolument, il est un hôpital. Voilà, et il a dit que ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie, en disant que nous avons des déserts médicaux aujourd'hui et qu'il y a énormément de médecins qui viennent d'Algérie, sont des maboules, déserts médicaux qu'on a nous-mêmes créés avec le numerus clausus, etc. Mais quel est le rapport avec l'Algérie ? Eh bien, parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de médecins algériens. Okay. Donc, Emmanuel Macron dit, si on n'avait pas ces médecins algériens, on aurait encore plus de déserts médicaux, alors que c'est nous-mêmes qui avons créé cette propre situation. Et donc, ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie sont des maboules. Donc, Bruno Retailleau est un maboule. Boualem Sansal est un maboule, hein, puisque Boualem Sansal a dit encore récemment qu'il préférait ceux qui avaient opté pour la manière forte pour obtenir sa libération que ceux qui se sont couchés, alors même qu'on a encore un otage, Christophe Glaise. Donc, c'est, si vous voulez, la stratégie du ventre-atterrisme, de la carpette qui continue au sommet de l'État. Paul Amar. Vous connaissez l'origine du mot maboule ? Allez-y. Mahboul. C'est un mot arabe. Oui. Très intéressant. Donc Emmanuel Macron emprunte au langage arabe ce mot maboul, mahboul, pour qualifier Retailleau et d'autres qui emploient et qui voudraient employer la manière forte. Merci de la part de Christophe Glaise, toujours détenu. Oui. Merci, M. Macron. En tout cas, il a dit qu'il ne visait pas spécifiquement Bruno Retailleau, le président de la République, Louis de Ragnel. Mais alors c'était assez clair. Alors c'est très macronien. C'est-à-dire qu'il va à un déplacement en Andorre et lui est posé la question du problème de recrutement de médecins. Aujourd'hui en France c'est compliqué, Gauthier l'a très bien résumé, en raison notamment du numerus clausus, qui est d'ailleurs une demande de l'ordre des médecins, bref, mais ça c'est un autre sujet. Eh bien, un médecin étranger, s'il veut venir exercer et pratiquer en France, dans certaines professions, eh bien, d'abord, il doit passer un test et ensuite, il doit passer une formation complémentaire pour vérifier qu'il a bien le niveau de standard français. Bref, tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron donc, essayait de répondre à une question pour essayer de faciliter la pratique des médecins étrangers en France. Et donc, de manière indirecte, on est pris en réalité explicitement à Bruno Retailleau. Moi, je trouve la réponse de Bruno Retailleau très intéressante. En fait, il inverse le truc. Il dit, mais qui sont les maboules ? Ceux qui laissent passer tous les OQTF et les laissent sur le territoire français, ceux qui ne veulent pas revoir les accords de 1968, ceux qui ne défendent pas Boualem Sansal, ceux qui laissent prospérer un régime algérien dont la seule crédibilité en politique intérieure est de s'en prendre matin, midi et soir à la France. Et je trouve que la réponse est plutôt percutante parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Les maboules sont quand même ceux qui nous ont mis dans cette situation de soumission au régime algérien et ne font rien. Et moi, ce que je déplore aussi, c'est que le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a succédé à Bruno Retailleau, épouse totalement cette philosophie de la douceur vis-à-vis d'Alger, alors que Alger mériterait qu'on ait une relation mature, mûre, et donc on leur parle en vérité, avec, non pas la violence, mais avec la force. Rachel Kahn, sur ces échanges entre Bruno Retailleau, qui dénonce un faux prétexte d'Emmanuel Macron pour dissimuler les vrais problèmes avec l'Algérie. Oui, et puis on a parlé de Boualem Sansal tout à l'heure, on a parlé de Kamel Daoud aussi, on a appris sa condamnation la semaine dernière. En tant que Français, on protège aussi les citoyens, et notamment l'ensemble des auteurs de cette bibliothèque universelle et des Lumières que nous avons au cœur en tant que Français. Je trouve ça extrêmement malvenu. On n'a pas vu un mouvement de soutien absolument ébouriffant pour Kamel Daoud. Et encore moins, évidemment, pour Boualem Sansal. Mais parce que la disqualification, l'humiliation, la déshumanisation est extrêmement forte dans notre pays. Et surtout, ce qui est le plus fort, c'est la lâcheté. Et dire qu'on nous a fait croire qu'on allait dénoncer les accords de 68 quand François Bayrou était Premier ministre avec l'Algérie. Donc, quand le Premier ministre disait cela, il était peut-être un maboule, si j'en crois le vocabulaire employé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Avec le soutien d'Emmanuel Macron. Absolument, et qui avait demandé au milieu de l'été, vous savez, un peu plus de fermeté depuis le fort de Brégançon, où il devait être entre deux baignades, avec l'Algérie, évidemment, de la fermeté qui n'a jamais été suivie des faits. Donc, c'est toujours pareil, c'est du bruit avec... Les baignades, la baignade, tout le monde a le droit de prendre un peu de vacances, Gauthier. Bien sûr, tout le monde a le droit de prendre un peu de vacances. C'était un peu d'humour, si on peut encore faire un peu d'humour, en disant que... On peut, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas être censuré sur cette antenne, Gauthier. Au fort de Brégançon, c'est-à-dire que c'était une manière d'envoyer la patate chaude à François Bayrou, et évidemment, ça n'a jamais été suivi des faits. C'est juste insupportable. On a eu des otages, on en a encore un, il s'appelle Christophe Glaise. On a des frais qui ne sont pas réglés, des frais médicaux qui ne sont pas réglés dans les hôpitaux français, et particulièrement à la PHP, où les hauts dignitaires algériens
Algériens viennent se faire soigner à l'œil. On pourrait bloquer les transferts de fonds. Évidemment, je ne parle même pas du dossier des OQTF qui nous empoisonnent la vie, où les OQTF ne sont jamais renvoyés dans leur pays quand il s'agit de l'Algérie, ou si peu. On a eu ces influenceurs, ce pseudo-influenceur Doualem. On aurait bien aimé récupérer Boualem et leur donner Doualem, qui a été renvoyé en France, alors même qu'il avait un passeport algérien, donc ils en faisaient un apatride parce qu'il était au service du régime algérien et le régime algérien ne voulait pas le reprendre. Donc c'est insupportable. Et ceux qui dénoncent cela, c'est eux les maboules. C'est plutôt, à mon avis, ceux qui décident de ne rien faire face au régime algérien qui nous insulte en permanence. Est-ce qu'on va sortir un jour de cette histoire de ce passé qui ne passe pas, Rachel Kahn? Il y a une idéologie, vous savez, les décoloniaux, ces intimidations, et puis le jeu aussi des frères musulmans en France. Mais sur la décolonisation, ce passé qui ne passe pas, très tôt, Emmanuel Macron s'était positionné en disant que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc là, déjà, ça avait marqué le là de quelque chose. Mais effectivement, le terme de maturité, c'est exactement le bon terme. Il y a un moment donné où, et d'ailleurs le pape, lorsqu'il s'est rendu en Algérie, avait justement souligné cette nécessité de rendre les choses plus matures dans les relations. Évoqué le pardon. Exactement. Il avait dit qu'il fallait pardonner. Paul Amar. Moi, je m'interroge sur les différentes postures d'Emmanuel Macron, très fermes vis-à-vis de la Russie quand il s'agit de l'invasion russe en Ukraine, de plus en plus ferme vis-à-vis de Donald Trump. Cette guerre n'est pas la nôtre. Et plus que mutique, parfois très faible vis-à-vis du monde arabo-musulman. L'Algérie, vous en avez parlé, et très bien, les uns et les autres. Alors, ce n'est pas le monde arabo-musulman, mais c'est le monde musulman perse, l'Iran des mollahs, où on en a vu Emmanuel Macron serrer la main du président iranien à l'ONU 2 jours à peine après la mort de Mahsa Amini, la jeune femme qui arrêtée, avait mal mis son voile. Voilà, et torturée et exécutée. Emmanuel Macron appelant le président iranien en pleine guerre entre les alliés américains et israéliens contre l'Iran des mollahs. Je m'interroge, sur ces postures différentes et surtout sur les raisons qui le poussent à être si ferme et si fort, comme dans un western, vis-à-vis de Poutine, si faible, si muet vis-à-vis de Tebboune, le président algérien. Je m'interroge sur ces raisons-là. Très bien. On va faire un dernier mot, Louis, après la pause. Moi, ce que je trouve consternant avec Emmanuel Macron sur le dossier algérien, c'est qu'il a utilisé toutes les stratégies et donc il a tout le temps zigzagué. Il y a eu le rapport Stora au début, donc très culpabilisateur sur la France. Il avait commencé sa campagne présidentielle en parlant d'un crime contre l'humanité. Ensuite, souvenez-vous, c'était sous Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur. Crime contre l'humanité commis par la France. Commis par la France, évidemment. Pas un mot sur les atrocités du FLN. Et rien, évidemment. Et ensuite, il demande à Gérard Collomb, qui était alors ministre de l'Intérieur, de diviser par 2 le nombre de titres de séjour qui étaient délivrés à l'Algérie. Mais dans ce cas, on finit par se dire, mais Emmanuel Macron lui-même a été un maboule, alors avec l'Algérie, si on suit son... Ça a duré très peu de temps. Alors malheureusement, ça a duré très peu de temps. Et si vous voulez, avec un pays, avec un régime comme celui-là, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Évidemment qu'il ne vous respecte pas. Puisque dès que vous donnez quelque chose, ils s'en servent en disant que vous êtes faible. Et dès que vous freinez, dès que vous restreignez, ils expliquent que vous êtes des dictateurs. Avec eux, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est le rapport de force. Et malheureusement, Emmanuel Macron a eu des balbutiements de rapport de force il y a 6-7 ans. Et depuis, il ne fait que lâcher, tout abandonner, tout donner à l'Algérie. 18h11, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Le principal suspect a été présenté à la justice américaine. On verra comment la sécurité des présidents français est assurée. Et puis bien sûr ce vote, ces discussions qui sont en cours à l'Assemblée nationale sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Le rapport de Charles Along sera-t-il ou non publié? La réponse dans un instant. À tout de suite. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera dans un instant le vote sur le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Mais d'abord, ce qui s'est passé aux États-Unis avec cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. On va écouter le président américain qui a repris son emploi du temps comme si de rien n'était. Il reçoit ce soir le roi Charles III d'Angleterre. Il a tenu une réunion de crise sur l'Iran ce matin. Et il s'est exprimé aussi chez nos confrères à la télévision américaine sur le profil de celui qui a tenté de l'approcher et de tirer sur son administration ou lui-même. On écoute Donald Trump. J'ai lu son manifeste. Il s'est radicalisé. C'était un chrétien, un croyant. Puis il est devenu anti-chrétien. Il a beaucoup changé. Il a traversé beaucoup d'épreuves. D'après ce qu'il a écrit, son frère s'est plaint de lui. Et je crois qu'il a dénoncé à la police.
Et sa sœur s'est également plainte de lui. Sa famille était très inquiète. C'était probablement quelqu'un de très malade. Donald Trump, Paul Amar, avec un ton plutôt apaisé, on l'a connu beaucoup plus vindicatif, et là il explique un peu le profil de cet homme qui a tenté de s'en prendre à lui. Il le fait d'une façon flegmatique et pour rassurer aussi quand même les citoyens américains. Mais ce qui s'est passé hier me conduit à une réflexion. Je vais tenter d'être bref sur la force des théocraties, la faiblesse des démocraties. Regardez le début de la guerre contre l'Iran, le sommet a été décapité, à commencer par le guide suprême, Khamenei. Les dirigeants principaux ont été décapités, ils ont été aussitôt remplacés et le régime a résisté, a tenu. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il avait muselé, pour ne pas dire massacré, son propre peuple qui est étouffé et qui ne peut pas bouger. C'est la force des dictatures. En revanche, si le chef de l'État américain, c'est le président, venait à être assassiné, à être mort, évidemment, il serait aussitôt, tout est prévu, aussitôt remplacé par Vance, le vice-président. Mais l'opinion américaine se rebellerait. Mais le vice-président devenu président, le temps de nouvelles élections, subirait une pression énorme. Il y aurait des manifestations dans les rues pour dire « assez, enough », comme disent les Américains, « assez, il faut arrêter cette guerre ». C'est la faiblesse des démocraties. Et c'est la raison pour laquelle je reste perplexe sur le profil du tueur, sur les raisons qui l'ont motivé pour tenter d'assassiner le président. Et je reste persuadé qu'il soit ou non commandité par l'Iran, je reste persuadé que l'Iran des Mollahs fera tout pour faire assassiner le président dans les 2 ans qui viennent. C'est vrai, vous nous en avez déjà parlé de cette conviction-là. Le président Trump, lui, parle de la piste religieuse. Il dit qu'il était un chrétien et depuis, il déteste les chrétiens. On va voir si l'enquête se développe dans ce sens-là. Vous avez raison, on verra si ça part dans ce sens-là. Mais on voit bien aussi que Donald Trump, à plusieurs reprises, depuis d'ailleurs son premier mandat, se dit protégé par Dieu. Il y a une dimension un peu christique quand même dans laquelle il essaye de s'inscrire, Donald Trump, et ça c'est assez frappant. Et d'ailleurs, il a eu d'autres mots juste après l'attaque dans lesquels il dit peu ou prou qui se place aussi dans la continuité des 4 présidents américains qui ont été assassinés. Et il explique, il fait la distinction entre, il y a 2 catégories de présidents pour lui. Il y a ceux qui ont fait des choses et donc qui ont dérangé, qui ont été assassinés. Et puis il y a les autres qui n'ont pas fait grand-chose et donc il ne gêne personne. Et donc évidemment, lui a choisi son camp. Lui, il préfère être ce président qui agit, qui dérange, qui bouscule. Et je pense que ça, au fond de lui, ça le renforce. Il doit se sentir aussi extrêmement puissant. C'est quand même la 5e fois depuis qu'il est président qu'il y a une tentative d'assassinat contre lui. Rachel Kahn, on a cette violence en politique qui s'est déjà exprimée à travers la mort de Charlie Kirk aux États-Unis. Est-ce que c'est une violence politique qu'on retrouve dans notre pays, qui peut s'exporter ? On sait que les États-Unis, malheureusement, parfois nous amènent des vagues ainsi. Déjà, en plus... Effectivement, avant, on avait 10 ans de retard sur les Américains, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide. Et on voit à quel point, finalement, ce qui peut se passer dans la violence des mots, dans la violence des termes, génocidaires, capitalistes, monstres, et j'en passe, et très rapidement, certains passent à l'acte. Et aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de loup solitaire, en réalité. On est tellement imbibé et imprégné en termes de communication par des idéologies morbides, il n'y a plus de loup solitaire. Gauthier Lebret, cette tentative d'assassinat contre Donald Trump ou quelqu'un de la haute administration, parce qu'on voit bien que le tireur n'était pas armé comme un pro, il avait des plombs dans son fusil. Est-ce qu'il y a quand même une volonté de s'en prendre à ce président en particulier ? Oui, visiblement, il détient l'un des records de tentatives d'assassinat. Et effectivement, à chaque fois, même avec la balle, on s'en souvient tous, en juillet 2024, qui avait heurté, effleuré son oreille parce qu'il a décalé sa tête au dernier moment et donc sa balle aurait pu terminer en pleine tête. Évidemment qu'il y a une volonté très forte de s'en prendre à Donald Trump. Ça dit quelque chose, évidemment, de la société américaine où il y a une violence politique qui n'a aucune limite. On a connu il y a quelques mois la mort du militant trumpiste Charlie Kirk, qui a été tué d'une balle dans la gorge par un militant d'extrême gauche. Et on se disait, à quand la France ? Eh bien, ça s'est passé quelques mois plus tard. Alors, c'était pas avec un sniper, c'était avec des coups de pied dans la tête. Et c'était Quentin Derenque. Et à chaque fois, c'est l'extrême gauche qui est pointée du doigt. Donc, on voit que la violence politique, elle est exacerbée. Aux États-Unis, encore plus, parce que vous avez la prolifération des armes à feu. Mais on peut faire un parallèle avec la France, quand en quelques mois d'intervalle, vous avez Charlie Kirk qui meurt d'un côté de l'Atlantique, et quelques mois plus tard, Quentin Derenque. Et à chaque fois, la responsabilité de l'extrême gauche. Et donc, la responsabilité de tous ceux qui alimentent la violence par leurs mots et qui arment le bras de militants
quand ils n'en font pas des assistants parlementaires, dans les rues de France comme aux États-Unis. Le risque zéro n'existe pas, évidemment, ni aux États-Unis, ni en France. On va juste se pencher sur la protection des présidents français, Louis, qui est assurée par un groupe d'élite, le GSPR. Le point avec François Tiskevitch, on en débat ensuite. Nous les voyons en permanence aux côtés du chef de l'État. Facilement reconnaissables, costume cravate, oreillettes et insignes. Ils sont 81 au total, policiers et gendarmes entièrement dédiés à la protection rapprochée du président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, comme dans sa vie privée. Tous sont regroupés au sein du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, créé en 1983 par le fondateur du GIGN. Tous les déplacements que l'on fait peuvent être représentés. Il y a toujours un danger permanent. En tout cas, moi, je ne baisse jamais la garde sur tous les déplacements. Lorsque le président de la République va au contact de la foule, le GSPR adopte la position dite du triangle. 3 officiers armés en position serrée autour du chef de l'État pour ne laisser aucun angle mort. En amont, d'autres membres du service de sécurité se mélangent à la foule pour faire du renseignement. Et des tireurs d'élite peuvent être également positionnés sur les toits aux alentours. Un service d'élite, parfois pris par surprise, comme ici en 2011 avec Nicolas Sarkozy. Ou plus récemment en 2021, lorsque le président Macron se fait gifler. Même s'il est indispensable pour la sécurité du chef de l'État, ce dispositif a un coût non négligeable. Selon la Cour des comptes, les dépenses liées au GSPR représentent un budget annuel d'environ 8 millions d'euros. Ragnel, des dépenses importantes, évidemment, on ne barguine pas, avec la sécurité du président de la République. On parlait d'un État pyramidal aux États-Unis, chez nous aussi. Bien sûr, alors l'autorité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le GSPR a autorité presque sur le président de la République. C'est lui qui. Les services secrets américains ont toute autorité sur le président américain. S'agissant du GSPR en France, ça se passe en bonne intelligence avec l'entourage politique du chef de l'État et l'état-major particulier. Mais si le président veut aller quelque part, il va quelque part et c'est au GSPR de s'adapter et de faire en sorte que le déplacement du président soit sécurisé. On a quand même plein d'exemples récents d'Emmanuel Macron qui trouve que les déplacements qu'on lui prépare sont un peu étouffants et donc il décide de lui-même de partir dans telle ou telle direction, une direction qui n'a pas forcément été une rue par exemple qui n'a pas été analysée, criblée comme on dit aujourd'hui en amont par le GSPR. Parce qu'il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas un déplacement du président de la République quand ils sont connus un peu à l'avance qui n'est pas anticipé, où il n'y a pas une équipe de précurseurs qui vient regarder en haut les fenêtres, regarder les toits. Typiquement, quand le président de la République se promène ou fait un déplacement dans des endroits très urbanisés, la crainte, c'est vraiment qu'il y ait par exemple des sèche-linges, des machines à laver qui soient envoyées depuis le toit. Et si vous regardez bien, tout de suite dans les officiers du GSPR, quand le président est dans ce genre de configuration, regardent tous, ont les yeux rivés vers le ciel, parce qu'ils regardent justement de tout ce qui peut venir d'en haut. Il y en a toujours un qui a une valise en Kevlar aussi pour le protéger, évidemment des balles. Et puis il y a toujours l'obsession de ces policiers et de ces gendarmes, donc du RAID et du GIGN, qui forment ensuite le GSPR. C'est de toujours trouver une issue. Donc à chaque fois, ils cherchent un moyen de sortie, d'évacuation du président. Gauthier Lebret. Ils ne sont pas encore président de la République, mais ils vont être candidats en 2027. On va avoir une campagne présidentielle probablement avec de très fortes tensions. Des candidats qui vont s'affronter verbalement, sans doute avec un niveau d'agressivité assez élevé. Et on a eu des candidats à l'élection présidentielle qui ont été agressés. Je me souviens d'Éric Zemmour qui s'était pris un œuf au niveau du cou, écrasé sur l'arrière de son crâne à Moissac. Il y avait eu un trou énorme dans le service de sécurité. Là, c'est pas le GSPR, c'est le SDLP. C'est eux, c'est des agents aussi, c'est des policiers du ministère de l'Intérieur, mais ils gèrent les candidats à la présidentielle particulièrement menacés. Jordan Bardella, qui a un mélange de SDLP et d'officiers privés payés par le Rassemblement national, s'est fait agresser il y a quelques semaines en dédicace de son deuxième livre. Donc il faut s'attendre à une campagne présidentielle qui va se cristalliser, particulièrement tendue, particulièrement compliquée, à mon avis particulièrement violente verbalement. Et donc c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand vous nazifiez en permanence vos adversaires, quand vous nazifiez Jordan Bardella
Bardella sur le service public en disant que les grands patrons font la courte échelle à Jordan Bardella comme ils l'ont fait dans le passé à Adolf Hitler, ce qui est quand même hallucinant, tant pour les grands patrons que pour Jordan Bardella, eh bien ça se retrouve avec des agressions physiques en séance de dédicace. Et donc tout ce vocabulaire-là, qui est ultra violent, un nazi, vous avez le droit de l'agresser. Voilà, un nazi, vous avez le droit de l'agresser. Donc à partir du moment où vous nazifiez l'adversaire, eh bien ça peut donner des agressions de candidats à l'élection présidentielle l'année prochaine. Paul Amar. Pour avoir suivi, mon âge me permet de le dire, aussi bien des présidents américains en déplacement là-bas que des présidents français en déplacement même pendant les campagnes présidentielles, je note une différence notable quand même entre les deux pays. Aux États-Unis, une garde rapprochée très visible, comme si elle était sur le pied de guerre, ce qui n'empêche pas, ce qui n'a jamais empêché un intrus de surgir dans le cercle, dans le premier cercle, comme disent les experts de sécurité du président ou du candidat, et de l'agresser, même de tenter de l'assassiner ou parfois de l'assassiner. En France, en revanche, un risque énorme pris par les présidents ou les candidats qui vont vraiment au contact de la population, qui vont serrer des mains, et qui vont parler avec la population, et une garde rapprochée très discrète. Et on n'a pas eu, ces dernières années en tout cas, de tentatives d'assassinat. On a eu Jacques Chirac un 14 juillet sur les Champs-Élysées, oui, Richard Dion qui a tenté... Ils n'en étaient même pas rendus compte. Mais là où je rejoins l'analyse de Gauthier, c'est qu'il y a un avant, c'était mon temps, et un après, c'est notre présent aujourd'hui, avec une brutalisation incroyable du débat politique, évidemment distillé par l'extrême gauche, une hystérisation, effectivement une fascisation du moindre adversaire, même s'il n'est pas du côté du RN, et avec un risque d'effet terrible sur la campagne présidentielle qui arrive. Et la démocratie. Et la démocratie. Et là, on est vraiment dans la culture de l'ultra-violence, voilà, et de toucher... Justement, alors, pas seulement à Emmanuel Macron, mais au président de la République, à cette institution. Aujourd'hui, on voit la violence même contre des policiers, contre des maires, etc. Alors après, je me pose une question, c'est vrai, comment la France protège son président et comment le président protège la France aussi.